Alors en manchette aujourd'hui, nouveau service essentiel méconnu dans l'anneau d'hier, travailleuse de rang. Et la tenue des camps de jour à Saint-Ignace-de-Loyola, incertaine. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 13 mai. Alors on débute avec la COVID-19 et la conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault. Aujourd'hui, il est revenu sur le port du masque. « Je suggère fortement à tous les Québécois de porter un masque quand ils sortent de chez eux », a-t-il rappelé. Pourquoi on ne rend pas le port du masque obligatoire dans le métro? Il faut que les masques de qualité, il a insisté sur le fait que les masques de qualité soient disponibles avant de penser à rendre ça obligatoire. C'est ce qu'il a expliqué. La priorité au début de la crise était et demeure l'approvisionnement pour le réseau de la santé. En ce moment, on a environ 30 à 40 jours de réserve pour le réseau de la santé. C'est ce qu'a précisé le premier ministre. Et on est en discussion avec certaines compagnies pour en acheter pour les citoyens, notamment pour ceux dans les transports en commun qui n'en ont pas, a également mentionné le premier ministre. Mais là, bien sûr, on ne parle pas de masques chirurgicaux, mais plutôt de masques confectionnés en tissu. Alors, le premier ministre a expliqué, là, il a dit « Imaginez, dans une journée à Montréal, il y a 500 000 personnes qui prennent les transports en commun. Nous ne pourrions pas, pour l'instant, en fournir à tous ceux qui n'en ont pas. » C'est comme ça que le premier ministre a illustré. Vous pouvez assez facilement vous fabriquer votre propre masque. Il y a des modèles sur Internet. J'invite les Québécois à s'en fabriquer, a renchéri François Legault. Et si vous pouvez vous aider les uns les autres à vous en procurer, si vous pouvez en confectionner pour des gens que vous connaissez, le premier ministre vous encourage à le faire. Et le premier ministre Legault et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, ont été interrogés sur le temps mis avant de recommander le port du masque. Le premier ministre s'est dit inquiet de la situation qui sera vécue dans les prochaines semaines dans les transports en commun, dans la grande région de Montréal notamment, alors que le nombre d'usagers va grimper avec le déconfinement. Il a dit qu'avant, alors que la plupart des gens étaient confinés et qu'il y avait peu de monde dans les transports en commun, le 2 mètres de distance était plus facile à respecter, même dans les transports en commun dans la grande région de Montréal. C'est pourquoi, entre autres, il ne l'avait pas recommandé aussi fortement avant. Le port du masque, toujours maintenant plus près de chez nous, la MRC d'Autrey a émis aujourd'hui un communiqué pour dire qu'elle recommande fortement, elle aussi, le port du masque dans les transports en commun et dans le service de taxibus sur son territoire. On peut d'ailleurs voir là, une photo du taxibus et d'un des autobus qui circulent parfois là, dans la MRC d'Autrey. Revenons à la conférence de presse du premier ministre. Maintenant, le premier ministre Legault, cet après-midi, le premier ministre assure suivre personnellement la progression du nombre de tests réalisés chaque jour. Il espère que le nombre de tests va continuer de grimper dans les prochains jours. Puis, questionné par les journalistes, le premier ministre a renouvelé sa confiance en la ministre des Aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Présente aussi à la conférence en début d'après-midi, il y avait la ministre de la Santé, Danielle McCann, et elle a indiqué que les CHSLD qui ont une cote rouge, soit avec 25 % et plus des résidents qui ont la COVID, a diminué. Ça, c'est parmi les bonnes nouvelles du jour, car, a-t-elle expliqué, il y a notamment des gens qui guérissent. Même parmi les personnes âgées, il y en a qui réussissent à guérir de la COVID-19. Le premier ministre Legault s'est dit très heureux que la frontière avec les États-Unis demeurera fermée au moins jusqu'à la fin de juin, je crois jusqu'au 21 juin, que ça a été annoncé, là, que ça sera au moins jusque-là, peut-être même plus. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 3 220 décès reliés à la COVID-19. En ce moment, au Québec, il y aurait 1876 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 194 qui se retrouvent aux soins intensifs. Et en fin d'après-midi, il y avait une autre conférence de presse, cette fois-là avec la ministre des Sports, Isabelle Charest, et elle a annoncé que le gouvernement va permettre la pratique des sports individuels ou à deux, mais avec distance et sans contact, c'est bien important, avec distance et sans contact, et à l'extérieur, comme par exemple le golf et le tennis, à compter du 20 mai, et ce, de façon graduelle. Le vélo, la randonnée, le canot et le kayak seront aussi parmi les sports qui seront permis.
Alors, la consigne de santé publique, plusieurs consignes de santé publique, notamment comme de garder 2 mètres de distance, ça continue d'être demandé et l'équipement ne devra pas être partagé ou alors, bien sûr, si, par exemple, quelqu'un d'autre utilise des bâtons de l'équipement, eh bien, ça devrait être désinfecté entre chaque participant. Le gouvernement continue d'éviter les déplacements inutiles et demande de pratiquer ces sports près de chez vous. Alors, le sport ou les activités ne sont pas un prétexte pour se déplacer dans une autre région, ce qu'a expliqué la ministre. Pour l'instant, il n'est pas question de sport d'équipe ou de pratique de sport d'équipe, même lorsqu'il reste à 2 mètres. La ministre a aussi annoncé qu'il y aurait la réouverture des parcs de la CEPAC qui se fera aussi de façon graduelle avec, dans un premier temps, juste les activités journalières, par exemple, pouvoir aller marcher dans un sentier, mais devoir ressortir du parc en fin de journée. Vous ne pourrez, là, pour l'instant, pas encore aller dans les campings. Il y aura peut-être une annonce plus tard, mais pour l'instant, le camping demeure pas permis. Alors, nous reviendrons certainement sur le déconfinement progressif du monde du sport au cours des prochains jours, bien entendu. Alors, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre pour vous. Et nous passons maintenant à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider. Parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Merci aux travailleurs, travailleuses, bénévoles et personnes impliquées. D'une maison des jeunes à un centre d'action bénévole, d'un groupe de défense collective des droits à un organisme d'alphabétisation, d'un média communautaire à un centre de femmes, vous faites une grosse différence pour les organismes communautaires autonomes lanodois en ce temps de pandémie. Au sein des 199 groupes membres de la TROCEL, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, ces derniers représentent 1200 travailleuses et travailleurs et environ 25 000 bénévoles. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 13 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Laperrière et Christine Beaulieu. Et l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souligne l'anniversaire aujourd'hui de Claire Sauvé et Robert Blais. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, un peu avant le début du déconfinement, il y a un nouveau service qui est apparu dans la région pour les agriculteurs et leurs proches. C'est une travailleuse de rang. Il y en avait déjà eu au Québec, mais il n'y en avait pas dans la Naudière. Alors, dans d'autres régions du Québec, bien sûr, il y a des travailleuses de rang qui ont déjà rendu de précieux services aux agriculteurs. Alors, dans cette première partie de notre entretien avec la nouvelle travailleuse de rang de la Naudière, Diane Carl, on commence par démystifier ce qu'est une travailleuse de rang et la préparation de celles qui œuvrent dans la Naudière. C'est un entretien téléphonique qu'on a réalisé avec elle il y a quelques jours. Alors, vous allez voir, les agriculteurs de la Naudière peuvent compter sur quelqu'un d'expérience et de solide. On écoute la première partie de l'entrevue. D'abord, si j'ai bien compris, là, vous avez d'abord une formation comme travailleuse sociale, c'est bien ça? Exactement, oui. Et pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à devenir travailleuse de rang et pour les gens là, qui ne sont pas familiers avec le concept, là, qu'est-ce que ça fait une travailleuse de rang? Quels sont les services qu'elle offre? Écoutez, moi j'ai travaillé 28 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement dans les services d'aide psychologique. Ça, c'était ma spécialité. J'étais déjà habituée avec une clientèle qui était diversifiée, parce qu'en psychiatrie, on rencontre plusieurs sortes de personnes, autant des psychotiques ou des gens qui souffrent de dépression, des problèmes de bipolarité. En tout cas, il y a un ensemble de clientèle très diversifiée. Moi, j'étais rendue à ma retraite, mais quand j'ai entendu parler des producteurs agricoles, surtout ici à la Naudière, ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est de cette façon-là que j'ai postulé pour pouvoir travailler auprès des agriculteurs du réseau, pas du réseau, mais de la région de la Naudière. C'est un travail qui répond bien à celui d'un travailleur social, parce que nous, on agit sur les gens impliqués dans en interaction avec leur environnement. Alors, pour nous, c'est tout à fait normal de se rendre à domicile, que ce soit la ferme, que ce soit dans la maison ou ailleurs, tout dépendant de ce que les gens veulent nous recevoir,
et d'intervenir pour leur venir en aide, mais toujours en gardant le point de vue qu'ils ne sont pas seuls, qui vivent dans un milieu familial et qui sont imbriqués très sérieusement par rapport à la ferme. Le milieu de travail se retrouve aussi dans la maison. Ça demande une appartenance un petit peu différente au niveau de autour de l'intervention. Mon Dieu, excusez, je bégaye beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La travailleuse de rang, c'est ça, c'est d'aller à l'encontre des agriculteurs. Présentement, moi, je suis en fonction depuis le 17 février. J'ai eu quelques signalements. C'est des gens qui ont des besoins, mais qui ne sont pas prêts encore à m'appeler. Alors, pour l'instant, j'utilise beaucoup ceux qui font les signalements comme interlocuteurs. Ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée en fonction, je me suis présentée dans toutes les assemblées générales qui avaient avec l'IPA des agriculteurs, ainsi que les journées comme la journée laitière, la journée de la volaille, pour que les gens me connaissent. Et moi, je voulais aussi écouter un peu c'était quoi leur réalité à eux autres par rapport à la vie dans le monde agricole, de l'agriculture ou du moins des productions agricoles. Et c'est comme ça que je m'introduis tranquillement. J'ai des gens qui m'ont appelé, je suis à l'écoute, je fais des recherches de ressources quand c'est nécessaire, j'interviens, je fais de la médiation. C'est déjà très actif malgré que je sois en fonction depuis très peu de temps, mais ça bloque beaucoup, je vous avoue, le virus, là. J'aurais aimé plus aller vers les gens, les rencontrer physiquement, mais ça se fait présentement par téléphone, par texto, par courriel, tous les moyens qui sont possibles, et je les relance. Les clients que j'ai présentement, je ne veux pas les échapper. Alors, je garde un contact régulier avec eux autres. Je les appelle à chaque semaine et ils sont invités à m'appeler également s'il y a autre chose. Et présentement, je suis en train d'établir un peu, ça va être quoi, le profil du travailleur de rang, surtout pour la région de la Naudière, tout en tenant compte de ce que l'organisme, au cœur des familles agricoles, a fait. Ils ont fait du très bon boulot. Je suis quand même la première qui est engagée par l'Union des producteurs agricoles directement. Alors, c'est un nouveau service qui doit être pondu, qui doit être organisé, qui doit être structuré. Alors, moi, j'établis présentement aussi des liens avec le réseau communautaire et présentement, c'est sur de la glace, mais aussi avec le réseau public, dont les CLSC et les GMS. Je pense qu'il faut ouvrir un corridor de services entre nos deux réalités qui peuvent se rejoindre par rapport à la finalité qui est d'aider les gens qui sont en difficulté. Et nos agriculteurs, il faut tenir compte qu'ils ont quand même des horaires irréguliers. Ils ne peuvent pas aller sur n'importe quel horaire pour répondre à un organisme public. C'est pour ça qu'on doit travailler quand même des alliances là, pour pouvoir mieux les desservir. Mais oui, il y a des besoins criants dans la Naudière aussi, ça c'est sûr. Donc, c'est une première dans la Naudière, alors que le service là, est offert depuis plusieurs années dans d'autres régions du Québec, là. Oui, présentement, on est 6 travailleurs de rang. La première, c'était Mme Lebrec-Duchesneau de la maison de l'organisme Action au cœur des familles agricoles, excusez-moi. Et elle a engagé la première travailleuse de rang, c'était à Saint-Hyacinthe. Ça a commencé en 2012. Depuis, on est rendu 10 travailleurs de rang, travailleuses de rang. En fait, c'est un milieu surtout de femmes. Oui. Au cœur des familles agricoles, ils ont rattaché 6 travailleurs de rang à leur service comme tel, leur organisme, dont Chaudière-Appalaches, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Estrie, Mauricie, Centre du Québec et Montérégie. Il y a une travailleuse de rang en Abitibi-Témiscamingue, et ça, c'est en partenariat avec le C3S, là, la MRC, la Fédération du PA de cette région-là, ainsi que le Centre de prévention suicide. Il y a une autre travailleuse de rang pour la région de Laurentides, de la région des Laurentides, elle est chapeautée par l'organisme communautaire Écoute agricole des Laurentides. Il y a une travailleuse sociale aussi dans la région de Matapédia qui est issue d'un partenariat entre l'UPA de la Matapédia, le C3S, le Centre local de développement et le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et il y a moi présentement à la Naudière, qui est engagé par l'UPA de la Naudière. Et entre autres, c'est grâce à une concertation qu'il y a eu avec la table des préfets de la Naudière et la Caisse des Jardins qui ont permis la création de ce service-là actuellement. Est-ce que ce sera récurrent? Ça, on ne sait pas encore. Ça va dépendre probablement ça, c'est pas tellement à mon niveau, là, mais des recherches de fonds qui vont devoir travailler par la suite là, pour que ça devienne un peu plus récurrent. Alors oui, c'est un nouveau service. Oui, moi, personnellement, j'ai des atomes crochus avec la Naudière depuis 40 ans déjà, et j'avoue que les producteurs agricoles, c'est un milieu tellement intéressant, tellement changeant du réseau de la santé. C'est intéressant, je suis très ouverte.
s'il y a des fois, je vais devoir peut-être me déplacer dans l'écurie, pas l'écurie, mais dans les tables, sur les champs, ça me dérange tellement pas. Pour moi, c'est tout à fait normal de le faire. On doit rejoindre la personne où elle est actuellement. Et c'est ce que j'ai bien l'intention de faire là, dans les plus brefs délais. J'ai commencé un petit peu avant l'avènement du virus, mais malheureusement, ça m'a bloqué. Mais ça n'empêche quand même pas d'être ouverte ou que les gens puissent m'appeler. Mon numéro de téléphone est disponible du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Parfois, je déroge parce que j'ai des urgences. C'est la priorité, c'est donner au bien-être de nos producteurs agricoles ici dans la région. Ils en ont grand besoin. Donc, c'est ça, vous dites le besoin est bien présent. Est-ce que la crise actuelle peut même accentuer la demande pour des services comme le vôtre? J'ai eu une intervention à faire où ça a créé une crise familiale. Parce que ce que je constate présentement, il y a beaucoup de problèmes au sein de la famille. En tout cas, c'est un des facteurs que je découvre. Présentement, avec le COVID-19, oui, j'ai eu une intervention à faire. J'ai un autre client aussi. Ça va plus de contact avec le réseau communautaire. Non, c'est assez... je ne peux pas vous dire, parce que là, présentement, je sais que les producteurs laitiers, ils ont des problèmes. Alors, est-ce que ça va amener plus de gens appelés? Vous savez, les agriculteurs, c'est surtout un monde d'hommes, hein? C'est des hommes, c'est des gens qui sont fiers du fait qu'ils sont déjà agriculteurs. Et c'est pas des gens qui vont parler facilement de leurs problèmes. Je peux vous dire, par contre, que quand j'étais aux assemblées, que je me suis présentée, il y avait des cartes qui étaient disponibles et elles sont de pas tout le temps parties, mais de façon discrète. Parce que c'est sûr que le service que j'offre, c'est confidentiel. Même si je travaille pour l'UPA, ces dossiers-là ne sont jamais consultés. Ils n'ont même pas l'identité des gens qui vont m'appeler. C'est un service qui est quand même aussi qui est gratuit, là. Mais en tout temps, la confidentialité est assurée. Et si les gens veulent m'appeler, comme tu disais, moi, il n'y a aucun problème. J'ai de l'ouverture. Je pense que j'ai de l'expérience depuis longtemps, ça fait 28 ans dans le réseau de la santé, pour être en mesure là, de répondre adéquatement à leurs besoins. Moi, j'espère que les gens vont se dégêner et qu'ils vont se permettre d'appeler. Ceux qui présentement qui me contactent, je peux vous dire qu'ils en sont très contents. Ils sont soulagés. Alors, nous vous présenterons la suite de l'entretien avec Diane Carle, cette travailleuse de rang, au cours des prochains jours. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, il y a la tenue des camps de jour à Saint-Ignace de Loyola cet été qui est incertaine en raison de la COVID-19 et des règles qui vont venir encadrer les camps d'été s'il y en a. Alors, lors de la séance du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola du mois de mai, tenue la semaine dernière, les élus ont voté en faveur de l'embauche du personnel pour le camp de jour de l'été de 2020. Par contre, ces embauches, bien sûr, elles sont conditionnelles à la tenue du camp de jour cette année, qui est incertaine. Alors, voici le vote et les précisions offertes par le maire Jean-Luc Barthe. Pour un coordonnateur animateur, 3 monitrices et un aide-moniteur pour le camp de jour de Saint-Ignace. Dans l'embauche, c'est sûr qu'elle va être conditionnelle à l'obtention de l'accord du gouvernement du Québec suite à la crise sanitaire déclarée le 13 mars 2020. Et dépendra des conditions sanitaires requises pour l'ouverture du camp de jour de Saint-Ignace. Le Conseil confirmera ou infirmera le camp de jour de Saint-Ignace lors de la prochaine Assemblée du Conseil. Oui, on va attendre un mois, mais moi, je vous dis là, que s'ils gardent les mêmes choses, parce que c'est la même chose comme l'école, c'est un moniteur 15 jeunes, puis il faut qu'il y ait de la distanciation dedans. Il faut qu'ils respectent toutes les règles. Puis en plus, tous les groupes qui vont être formés, si on calcule à 15, ça nous en prend presque 5, pas loin de 5, parce que si on a 80 jeunes comme de groupes, 5, ça veut dire que ça nous prend 5 places différentes, ce qu'on n'a pas. On a le chalet des loisirs, mais à 15, dans le chalet des loisirs, et le 2 mètres entre chaque, il va être dur à faire. À la bibliothèque, ça va être la même affaire. On a le sous-sol d'église, on ne peut pas séparer. Parce que si on sépare, il faudra faire un mur. Parce qu'il dit que si tu ne fais pas un mur du plancher au plafond, bien, tout ce qui est dans l'air peut s'en aller de l'autre côté. Fait que, moi, je vous dis, si les règles ne changent pas, je pense que le camp de jour cette année, ça va être de valeur, mais il n'y aura pas lieu. Soyons optimistes, puis on verra. Oui, soyons optimistes. Vous avez raison, monsieur. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma droite, à ma gauche. Alors, tel qu'indiqué par le maire, lors de la prochaine séance en juin, on devrait savoir effectivement s'ils ont pris la décision d'aller de l'avant ou non. Alors, nous reviendrons là-dessus, bien entendu. Pour l'instant, nous passons à notre seconde pause.
À la maison, en situation de violence conjugale. Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne Infosociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au CHSLD Le Château de Berthierville, le 29 avril, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Bourgoin, fille de feu Armand Bourgoin et de feu Alberta Rochon, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son frère Bernard, ses sœurs Pauline et Sylvie Bourgoin, ainsi que leurs conjoints, ses bons amis Agathe et Rénald, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille remercie le personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour tous les bons soins prodigués à Mme Bourgoin. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgoin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 avril, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Michel Parent, époux de feu Jacqueline Champagne, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Steve Parent et sa conjointe Marie-Claude, Karine Parent et son conjoint Sylvain. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Christopher, Ami-Jade, Luca, Justin et Émile, ainsi que son aidante naturelle Brigitte dénommée, ses frères et ses sœurs, Jean-Marie, Gérald, Régent, Maria, Claire, Victor, Pauline et Réjeanne Parent, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Parent a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 mai, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Guy Clément, époux de Cécile Fafard de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Valérie Clément et son conjoint Charles Joly-Beauparlant, bien sûr, Patricia Clément et son conjoint Francis Murray, sa petite-fille adorée Camélia Murray, sa mère, Mme Marie-Laure Désiel, feu Marc-André Clément, sa belle-mère, Mme Micheline Valois, feu Roger Fafard, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Diane Clément, Chantal Clément, Gisèle Clément et son conjoint Denis Beauparlant, Francine Clément et son conjoint Jean Bissonneau, Louise Clément et sa conjointe Sylvie Sénégal, Sylvie Clément et son conjoint Michael Roberts, Martine Clément et son conjoint Jack Melland, Hélène Clément et son conjoint Jocelyn Guévremont, Hélène Clément et sa conjointe
c'est ça, Alain Clément et sa conjointe Joanne Fafard, Michel Fafard et sa conjointe Diane Mondor, Sylvain Fafard et sa conjointe Sylvie Saint-Pierre, Linda Fafard et son conjoint Jean-Marc Étier, Maryse Fafard et son conjoint Richard Chevalier, Carole Fafard et son conjoint André Lépine, Serge Fafard et sa conjointe Dany Ross, Nathalie Fafard et son conjoint Stéphane Latour, de même que sa filleule Claude Étier, ainsi que ses oncles, ses tantes, cousins, cousines, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter le rassemblement, la famille de M. Clément a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Alors, accidentellement, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 5 mai, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Micheline Bourgault, conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joé Roberge et sa conjointe Sophie Pellos, de même que ses petits-enfants, Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine. Elle laisse aussi dans le deuil sa mère, Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault, laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgault a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 6 mai, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Yolande Bonin, fille de feu Jean-Marie Bonin et de feu Marie-Reine Ducharme, demeurant à Berthierville et native de Lanoraie. Elle laisse dans le deuil sa fille Josée Gadouri et son conjoint Jean-Lucien Lemire, son gendre André Durand, feu Michel Gadouri, de même que ses petits-enfants, Catherine, Frédéric et Laurie, ses frères et sa sœur, Hélène Bonin, Jean-Guy Bonin et sa conjointe Claire Généreux, André Bonin et sa conjointe Micheline Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en raison des circonstances de pandémie de COVID-19, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille. On passe maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, ce sera généralement dégagé avec un mercure de 10. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel reste dégagé, mais le mercure plongera à 0 et une température ressentie de -2. Bref, encore risque de gel ce soir pour les plantes. Jeudi matin, ce sera généralement ensoleillé avec une température de 6. Par contre, jeudi après-midi, un peu plus doux avec un ciel variable et 17 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'informations régionales et merci de continuer de nous suivre et de rester prudents en cette période de COVID-19. Excellente fin de journée à tous. À demain. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.